Antenne 2, allumez la passion. Bonjour et bonsoir. Sa date de naissance, sa date de décès, ce fut langage chiffré. Il connaissait la musique, les mathématiques, toutes les techniques et les autres avec. On disait de lui qu'il n'en faisait qu'à sa tête. On avait beau dire, il en faisait surtout à son cœur. Et son cœur lui en fit voir de toutes les couleurs. Son cœur révélateur. Il savait trop vivre, il riait trop vrai. Il vivait trop fort, son cœur l'a battu, alors il s'est tu et il a quitté son amour, il a quitté ses amis, mais ne leur a pas faussé compagnie. Alors je pense qu'on aura l'occasion de s'en rendre bien compte aujourd'hui, 30 ans quasiment exactement après la mort de Boris Vian, et que ce poème de Jacques Prévert que l'on trouve dans le livre consacré à Boris Vian par Françoise Renaudot est extrêmement exact et juste. Alors moi je vais pas beaucoup parler, je vais simplement dire que ce qui est frappant, c'est de voir que 30 ans après sa mort, Boris Vian n'a jamais été aussi apprécié, si aimé, et notamment de la jeunesse qui voit en lui quelqu'un qui a tout compris et tout senti avant beaucoup de monde. Et je pense qu'on va maintenant laisser tout de suite la parole à ceux qui ont pensé et voulu cette émission, et je vais donc vous les présenter. Alors le premier, à tout seigneur, tout honneur, c'est Jacques Canetti. Alors Jacques Canetti, c'est un plaisir, on le retrouve ici parce qu'on avait fait une émission formidable il y a 6 mois ensemble, et c'est Jacques Canetti qui a eu l'idée de faire cette émission d'hommage à Boris Vian, et évidemment nous étions tout de suite d'accord. À côté de Jacques Canetti, Alain Vian, son frère, à côté de Alain Vian qui nous a apporté une petite brochure et puis qui va écrire pour nous des choses qui vont être certainement très intéressantes. À côté de Alain Vian, Noël Arnaud. Alors Noël Arnaud c'est un expert vraiment. Je regardais tout à l'heure Les vies parallèles de Boris Vian, c'est un livre absolument formidable, enfin on aura l'occasion d'en parler. À côté de Noël Arnaud, Henri Renaud qui a véritablement mis le pied à l'étrier de Boris Vian pour les chansons et qui l'a accompagné pendant très longtemps. Vanina Michel chantera aussi un texte de Boris Vian. Et puis alors en face de Vanina Michel, j'ai demandé à Julien Delifeury de venir, parce que Julien Delifeury est la même génération que moi, et je veux dire le travail de Julien Delifeury concernant le jazz est quelque chose que moi j'admire beaucoup. On s'était vu déjà il y a quelque temps et c'est un plaisir de le retrouver. À côté de lui, tout le monde aura reconnu Michel Legrand, et ça c'est une première pour cette émission, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. À côté de Michel Legrand, Sarah Bornéo qui nous dira, oui, Bornéo, pourquoi? Hier on a fait une émission sur le Venezuela, pas une seule fois je n'ai réussi à prononcer le mot Venezuela correctement. Sarah Bornéo qui nous dira donc un texte de Boris Vian. Et enfin, last but not least, Henri Salvador. Alors, bienvenue Henri Salvador, c'est un bonheur de vous avoir, enfin c'est absolument formidable. Alors, on va commencer par vous d'ailleurs Henri. Comment s'est passée la première rencontre avec Boris Vian? Eh bien, c'était grâce à Jacques Dieval qui avait fait une chanson avec Boris Vian, et Boris Vian souhaitait que ce soit moi qui chante la chanson. Alors Jacques Dieval m'a amené chez lui et en 5 minutes, ça a collé. C'est-à-dire que Boris s'est aperçu tout de suite que nous avions des atomes crochus. Il aimait la chanson, il aimait le jazz, il aimait le musical. Alors donc ça a tout de suite collé. On s'est mis à faire des chansons. On ne s'est plus quitté. Toutes les dernières 8 années de sa vie, c'était avec moi. Et je ne l'ai pas quitté d'un jour.
Comment est-ce qu'on peut expliquer, et ça j'aimerais avoir votre sentiment à vous tous, comment on peut expliquer cette formidable adéquation de Boris Vian à la jeunesse aujourd'hui et à tout ce qui se passe maintenant? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il était cette intensité du souvenir qu'on a? Et parce que premièrement, c'était pas un homme d'hier, c'était un homme de l'instant où on vit, et c'était surtout un homme du futur. Donc son langage a dépassé le temps. Donc il était en avance sur tout le monde. D'ailleurs, quand on le regardait, il avait un cerveau de martien, pour ainsi dire, d'homme du futur. Et il avait déjà le langage que nous parlons aujourd'hui, et même celui de demain encore, je crois. Jacques Canetti, est-ce qu'on avait le sentiment, quand on était avec Vian, est-ce qu'on avait le sentiment d'être en présence d'un type vraiment qui durerait toujours? Moi, j'avais toujours le sentiment d'être en face d'un ami, car il était amical à l'égard de tout le monde. Je ne lui ai jamais entendu dire quoi que ce soit de désagréable, de fâcheux. Il s'exprimait bien, de manière intelligente, comme le dit Henri Salvador, et ma rencontre avec lui est tellement incroyable dans un ascenseur que j'ai toujours... Parce que moi, j'avais toujours envie de connaître Vian. Je lisais Vian, je lisais les chroniques de jazz de Boris Vian, j'aimais beaucoup ça. Il était un adversaire déclaré de Panassier comme moi, et ça nous a rapprochés parce qu'on avait à peu près les mêmes idées. Et notre rencontre dans cet ascenseur m'a permis de créer des liens qui ont duré très longtemps, qui ont duré jusqu'à la fin. Et si j'ai eu la chance par la suite de savoir, grâce à lui, qu'il écrivait des textes de chansons, je crois qu'on aurait quand même continué à nous fréquenter pour le plaisir de parler ensemble de choses et d'autres. Et Boris, à qui, si vous voulez, notre première rencontre professionnelle a été, Boris, voulez-vous, s'il vous plaît, créer une collection de jazz? Je vous arrête, Jacques, parce qu'on va en parler de ça. Hein, on va en parler. C'est simplement, je voulais avoir la rencontre et puis cet éclat incroyable. Et je voudrais demander à Noël Arnaud de nous dire, ça doit faire un plaisir formidable de constater maintenant, 30 ans plus tard, à quel point Boris Vian est peut-être encore plus reconnu qu'il ne l'était dans son temps. Oui, en effet. Et Henri Salvador a dit une chose que je trouve très juste, quand il a dit, oui, ça lui arrive, ça lui arrive, quand il a dit, c'était un homme de l'instant. Et je pense que pour être futur, il faut d'abord être de son temps, mais vraiment, tout à fait de son temps. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est tout de suite reconnu comme un homme de demain. Mais je crois que la première chose à faire, c'est vraiment de bien être dans son présent. J'ai lu une phrase qui était assez frappante où on disait « Il n'était pas un auteur maudit, mais il était un écrivain méconnu en son temps ». Est-ce que c'est vrai, ça? Ah oui, tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Quand on pense qu'un an avant sa mort, en 1958, les éditions Gallimard lui ont envoyé une lettre, qui existe, qu'on a, pour lui annoncer qu'il mettait au pilon 1200 exemplaires de l'Écume des jours. Quand vous pensez au succès de l'Écume des jours, ça se compte par millions, si vous comptez les traductions dans toutes les langues. Eh bien, c'était Gallimard. Les éditions Gallimard informaient parce qu'il ne s'en était pas vendu. Et ça avait été un très petit tirage de l'ordre de 3000 exemplaires. Depuis, ils se sont rattrapés, hein. Depuis, ils se sont rattrapés. Ils se sont rattrapés, mais ils n'ont plus l'Écume des jours à leur catalogue. Ils ont un Boris Vian, parce que vraiment, ça la foutrait mal que Gallimard n'aurait pas au moins un Vian. Ils ont Vercoquin et le Plancton. Julien Delifori, qu'est-ce que représente Boris Vian pour les jeunes, par exemple, qui vous écoutent à la radio? Moi, c'est simple. J'ai posé la question quelques jours avant de venir aux jeunes qui m'entouraient. Et c'est vrai que l'impact de Boris Vian est vrai, parce que c'est le plus beau roman d'amour. De toute façon, L'Écume des jours, c'est le plus beau roman d'amour qui soit, parce que la rencontre de ces individus. Et je dis bien qu'il était en avance, vous avez raison. Pour la simple, quand il critique, par exemple, il ne dit pas le curé, le rabbin ou l'ayatollah. Il parle du religieux lors de l'enterrement. Et il dit on devrait mourir décemment quand même et avoir suffisamment d'argent pour se faire enterrer. Et il dit le religieux, et ça je trouve ça très fort. Puis cette histoire d'amour, enfin... Et je crois aussi qu'il faut, bon bien sûr il est toujours temps de le connaître, Vian, mais de le lire à 20 ans, ça c'est phénoménal parce que ça nous reste et c'est très fort. Parce que l'amour de Colin pour Cléo, c'est quelque chose de magnifique. Lorsqu'il est obligé de s'allonger pour faire pousser les canons de fusil, je trouve que c'est tellement beau. Et à 20 ans, ça marque et c'est très très fort. Le lire à 20 ans, ça c'est une belle formule. Alain, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire une chose qui est importante. Voici une petite plaquette sur le tabou
On va la voir, on va la voir. Voici une petite plaquette sur le tabou qu'on vendait à l'époque du tabou, car le patron qui s'appelait Loulou Guillonnet était terriblement radin et il nous payait avec des queues de cerises. Alors on avait donc édité cette plaquette tirée à 1000 exemplaires, qui est très rare, et sur laquelle on décrivait tous les spécimens qui se produisaient au tabou. Et on dit de Boris Vian, mon frère, sous le nom du reste, puisqu'on donnait des noms à tout le monde, on l'appelle là Boris Vlan. Oui. Et voilà ce qu'on dit de Boris Vlan, à l'époque, donc 47, en plein l'époque du tabou. Boris Vlan, boucher littéraire, gagna la coupe des glavioteurs du 9e en maculant 12 sépulcres à la minute. Écrit des choses mignardes que boude le public et en vend de mauvaises qu'il n'a pas écrites. Alors je vous propose de retrouver tout de suite Boris Vlan à l'époque précise dont vous venez de parler, Alain Vian. La langue du pays, gelati, spaghetti, frittati, legumi, salami, ranino, vitello, formaggio e brodo di pollo, minestrone, nappa, gazosa e cioccolata. Les signories sont servies. Boris, what's the idea of this gibberish about spaghetti, frittati and so forth in the middle of our beautiful theme? You know, I never went to Italy, so I had to write a song about it to know it. And what is that strange guitar you are playing? This is an Italian guitar, which I think must have inspired me. It's a Mozzani guitar. Very ancient one. My brother, who's an antiquarian, sold it to me. Now, just how many varied professions have you had? First of all, I was an engineer because I didn't know anything about mathematics. It's just like Italian, you know, so I had to learn about it. So I learned mathematics and I was an engineer. And it was very convenient because I wanted later to do some silly things, let's say, and I had to get a diploma to do it conveniently. You became a writer instead. No, I was engineer first, but during my working hours I had some, let's say, spare time, so I was writing books. And you also translated some books? Yes, because once I wrote a false American book. I pretended it was a translation, so after that people thought I knew English and they gave me books to translate. It was quite simple. And then you turned to composing music? Yes, I played trumpet first, but you know you cannot sing while you're playing a trumpet. It's not very easy, so I had to learn the guitar. And when you learn the guitar, you learn harmony, and you can sing. What's more. Alors moi j'adore cette interview de France Roche en anglais, c'est assez surréaliste et tous les deux se débrouillent extrêmement bien d'ailleurs en anglais. C'était pour la radio canadienne. Pour la radio canadienne, ça a été fait sur la terrasse de la Cité Véron, je crois, voilà, la télévision. Ouais. Oui. Mais alors, d'abord on est frappé par le charme incroyable du personnage, hein. Et cette apparence physique, il était extrêmement beau, hein. Oui. Je veux dire, c'est un être complètement habité. Enfin, puis la manière dont il répond, la précision avec laquelle il répond, et puis il y a toujours une espèce de nuance, d'ironie, une certaine distance comme ça élégante, c'est formidable. Michel Legrand, cette apparence, ce charme, comme ça, vous l'avez éprouvé, ce charme de Boris Vian? Oui, longtemps. J'ai connu Boris pendant pas mal d'années, ces dernières années, hélas, mais on était très très liés, on était très amis, on jouait beaucoup. Boris, c'est un joueur, c'est un homme qui aime la vie, il aime les jeux, il aime tout ce qui fait la vie. Je veux dire, il la croquait, il la vivait, il la transpirait tout le temps. C'était chaque instant, chaque mouvement, il dormait très peu. Il avait toujours en tête 55 projets, 100 000 idées. Il avait des amours, il avait des amitiés. Je veux dire, on était à côté du mouvement même de l'esprit. Et ça, c'était une merveille pour nous. On a vécu vibrant auprès de lui très très fortement. Alors cette vie incroyable, cette vie, moi j'ai regardé un petit peu sa biographie, cette vie elle s'explique aussi quand même. Alain Vian, vous avez eu une enfance très heureuse, on a l'impression, non? C'est ce que j'ai voulu appeler dans une plaquette qui paraîtra peut-être après ma mort, moi aussi, l'éducation de Ville d'Avray.
une famille qui n'est pas, comme on a pu le faire croire, d'une grande richesse, mais une famille très unie par la richesse du cœur, et une famille de musiciens, puisque papa jouait des charleston au piano, qui étaient des accordés, et maman le faisait accorder pour jouer Ravel et puis des compositeurs russes. On a donc vécu un peu dans la musique de jazz et la musique classique, et les parents étaient merveilleux en ce sens que tout ce que désiraient les enfants, c'était pain béni. Alors moi, il y a une chose qui me frappe aussi incroyablement, c'est que dans cette ville-là de Ville d'Avray, c'est d'ailleurs une chose qui me frappe souvent avec les gens exceptionnels, c'est qu'on s'aperçoit que quand ils étaient inconnus, ils connaissaient déjà d'autres gens exceptionnels inconnus. C'est une chose qui est très... Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, Michel. Oui, je voudrais vous dire ceci. La première fois où j'ai rencontré Boris, on déjeunait à table, et là il y avait plusieurs personnes, je me souviens plus, et puis il y avait une bouteille d'Évian devant lui. Et Boris me dit, tu vois, eh bien ce sont mes ancêtres. Ah oui, j'étais là moi très très sérieux, je connaissais pas encore le personnage. Oui, alors il me dit, eh bien, notre grand-père était Émile Vian. Et alors, n'est-ce pas, on a perpétué ça et c'est la raison pour laquelle nous sommes, mes frères et moi, très riches. C'était formidable. Non, en réalité, il avait proposé le slogan « Boris Vian boit de l'eau d'Évian ». Et on ne lui a jamais répondu à la maison mère. Ce qui l'aurait rendu riche à ce moment-là. Et en plus, c'était faux en partie parce que il n'aimait pas tellement l'eau, sauf par nécessité pure. Il n'aimait que de l'eau. Hein, et Boubal, qui a été son grand ami, c'était un homme qui savait vivre. Boubal du Flore me disait quand il vient chez moi en week-end avec Jacques Dieval, ces deux cochons-là me bouffent un jambon entier. Voilà pour la petite histoire. Noël, il y avait aussi une atmosphère à Ville d'Avray qui était faite où il y avait beaucoup de surprises parties, enfin quand il était jeune. En même temps, il faisait ses études invraisemblables, parce qu'il a fait des études très brillantes. Il était mauvais en maths, donc il s'est acharné pour devenir excellent en maths. Il avait une facilité invraisemblable. Il a quand même passé son bac de philo en même temps. Il avait une intelligence... Il a passé son premier bac d'ailleurs très jeune. Il avait une intelligence incroyable. Mais il y avait ce climat des surprises parties qui était très important, et il y avait un personnage qui était très important dans sa vie, en dehors de ses futurs célèbres comme Menuhin ou les enfants Rostand. Il y avait un personnage très important, c'était le Major. Qui était-ce, le Major? Oui. Alors le Major que Alain a connu, lui aussi, j'aimerais pas en parler. Il préfère ne pas en parler. Oui, c'est pour ça que je posais la question. Oui, enfin d'ailleurs, il y a des opinions effectivement divergentes sur le Major, il faut le reconnaître. Mais enfin, vu par Boris Vian, le Major vu par Boris Vian était un personnage extraordinaire. Vous savez ce qu'il faisait, le Major? Oui. Sa spécialité. Oui. Il faisait tomber un de ses yeux qui était en verre dans le verre de bière de son copain en disant « à ta santé ». Oui, alors c'était un personnage que Boris avait très tôt admiré, on peut dire. Je ne sais pas si c'est pas l'autre qu'il admirait. Ah oui, les deux. En tout cas, le Major est mort jeune. Très jeune, et le souvenir est resté... Dans des circonstances très nettes. Très net ou très mystérieux. Et le souvenir est resté toujours. Hein. Il est mort parce qu'il buvait énormément. C'était un buveur. Il est tombé d'un balcon dans un étage, ivre mort. Il a basculé dans la rue. En quoi le Major l'a tellement marqué, Noël? Parce que Boris disait lui-même qu'il y avait entre le Major et les objets, à commencer par son œil de verre, qu'il considérait vraiment comme un objet, il y avait les mêmes rapports que ceux que Boris Vian essayait d'imaginer et aurait voulu, n'est-ce pas? Écoutez, pas tout à fait quand même. Je vais vous raconter une anecdote sur le Major, dont les parents habitaient dans le sud-ouest et qui étaient partis eux-mêmes en vacances. Et quand les parents sont revenus, le cher petit garçon avait déménagé l'appartement et vendu tous les meubles à un antiquaire local. Oui. Donc le Major était un être libre en quelque sorte. Ah, tout à fait libre. Oui, mais à ce moment-là, quand Boris Vian l'a rencontré, c'est extraordinaire quand on voit la photo du Major à côté de Boris, on croirait qu'ils sont du même âge. Or, le Major à ce moment-là avait 15 ans au moment où il dévalisait ses parents, donc il n'y a pas de vol. C'est pour ça qu'on lui pardonne. N'est-ce pas? Il avait 15 ans, n'est-ce pas? C'est quand même assez stupéfiant. Alors ces personnages libres comme ça, qui ont parsemé son existence, on va en retrouver plusieurs autres, dont le Major. Ces personnages libres, il y en a un là qui est là en train de piaffer, on l'a mis dans l'ombre, ce qui est quand même totalement injuste, c'est Henri Salvador. Il s'est mis. Henri Salvador qui va chanter pour nous Donne, donne.
Venez nous retrouver. Pour ce qui est du Major, au moins Boris aura donné l'immortalité. Absolument. S'il subsiste, s'il survit, c'est parce que Boris en a fait un personnage de roman, un personnage de nouvelle. Alors donc il a été généreux avec le Major. Justement, dans toute cette idée-là de transmettre des choses, il a donné effectivement au Major. C'était exactement comme les paroles de la chanson que Henri Salvador vient de nous chanter. Et je suis désolé, Henri, parce que j'ai laissé sur le plateau un tableau là, qui vous a peut-être gêné pour chanter, mais ce tableau avait un sens parce que Alain Vian va tout de suite y inscrire quelque chose. Une formule magique qui plaisait beaucoup à mon frère. Alors allez-y. Alors je vais vous dire aussi, c'est que j'étais très content et très heureux d'avoir connu Boris Vian parce que grâce à lui, j'appartiens maintenant à l'éternité. Et oui, absolument. Alors allez-y, Alain. Nous sommes dévorés de curiosité. Alors, vous savez qu'en plus... On vous entend pas, là. On m'entend pas. Non. Voilà. On va vous donner un micro, voilà. On va lui donner le micro. Alors, vous savez que le frère adorait jouer avec la langue française et que déjà du temps de la période de Ville d'Avray, les longues soirées de Ville d'Avray avec les Rostans, avec un tas de gens, on pratiquait le bourrimé et un tas d'autres sports. Et voici la formule de Boris à l'époque. Ah. Donc, vers, sur Croumir. Qu'est-ce que c'est qu'un croumir? Égale cassoulet. Cassoulet. Moi, je suis perdu là, il faut m'expliquer. Vous savez que dans une fraction, je peux réduire au numérateur si je règle son sort au dénominateur. Ça, c'est un truc de centralien. Oui, non, mais j'ai copié ça 100 fois et j'ai recalé 2 fois à cause des maths. Alors, je supprime donc V, parce que V n'est rien, et nous supprimons Ro, puisque rose bif. Oui. Bon, je continue la démonstration du frère. Qui dit humidité? Les 2 R s'annulent. C'est logique. Et qu'est-ce qui nous reste? Vous le voyez vous-même. Un cassoulet. Merci pour lui. Bravo Alain Vian. Je peux quand même dire qu'Alain Vian a écrit des poèmes extraordinaires aussi. Hein. Il est trop modeste, il ne va pas le dire, mais j'en ai heureusement publié comme ça. Oui. On les oubliera pas. Il a publié des poèmes. J'ai un peu honte. De ces poèmes, ils étaient extraordinaires. Je l'ai présenté au tableau sous le nom de Nicolas Vergenceître. Et quand on me disait pourquoi Vergenceître, je répondais parce que le buis qui est dur, c'est prétentieux. Bon. Alors, moi, je vous propose de retrouver, une fois de plus Boris Vian dans une autre sorte de texte, un texte qui a fait le tour du monde. Il s'agit bien sûr du Déserteur.
Alors, c'était un hommage aux déserteurs. Mais je voudrais qu'on revienne maintenant au jazz, bon, qui a été quand même une grande épopée dans la vie de Vian. Alors, Jacques Canetti, tout à l'heure, justement, vous évoquiez cette rencontre avec Vian à travers le jazz. Oui, parce que la première fois que j'ai rencontré Boris personnellement dans le fameux ascenseur, je lui ai demandé s'il avait envie d'écrire, de diriger en quelque sorte une collection de jazz pour tous, chez Philips. À l'époque, j'étais chez Philips. Ça a duré 18 ans, mais j'y étais. Et Boris m'a dit instantanément oui, il a toujours dit oui. Il m'a dit c'est invendable ce que je vais faire, ça n'intéresse pas les jeunes. Le jazz que vous publiez, enfin pas moi, Philips publie, c'est du jazz à l'époque un peu trop neuf. Ça n'intéresse pas les gens. Enfin, on a quand même fait cette fameuse collection. Il n'a pas marché, d'ailleurs, il avait raison. Il n'a pas marché. Mais depuis ça, j'ai mieux compris l'état d'esprit de Boris, qui était à l'affût de tout ce qui pouvait se faire, de tout ce qui se faisait, et qui était, comme l'a dit Henri, il était en avance sur son époque. Et je l'ai ressenti, mais ça, on ne parle pas maintenant, hein. Je l'ai ressenti surtout quand il m'a avoué qu'il écrivait des chansons. Alors ça, effectivement, on va en parler tout à l'heure. Mais cette histoire du jazz, ce qui est très frappant, c'est que le jazz, ça l'a habité dès qu'il a été adolescent, c'est-à-dire avant la guerre. Et comment ça s'est poursuivi pendant la guerre? J'étais membre du Hot Club en 1937. Il y a sa carte, d'ailleurs. Les gens du Hot Club venaient à Ville-d'Avray. Et les gens du Hot Club venaient à Ville-d'Avray. Et Boris allait au Hot Club, on a des photos aussi, bien sûr. Où on vous voit d'ailleurs aussi. Avec ficelle. Oui. Et il a continué à jouer pendant la guerre. Il a continué à jouer, d'abord parce qu'il y a eu un orchestre qui s'est créé, qui s'appelait l'orchestre amateur, entendons-nous, hein, de jazz amateur, de Claude Abadie, Boris et Alain Vian d'ailleurs aussi, ont été des musiciens. Non, j'ai pas été dans l'orchestre Abadie. Mon frère avait été réformé en 39, donc il n'est pas parti. Nous, on est parti un peu en retard comme réfractaire au service du travail obligatoire en Allemagne, à l'époque justement où Abadie fonctionnait. Donc j'ai pas été batteur, moi, de l'orchestre Abadie. Le batteur était Claude Léon. Claude Léon, qui est également un personnage que tout le monde connaît d'ailleurs. Voilà. Et il jouait de la trompette, ce qui était dangereux pour lui, puisqu'il avait, on a oublié cet aspect qui est quand même fondamental, il avait cette maladie de cœur depuis l'âge de 12 ans, et les médecins lui avaient dit de ne pas jouer de la trompette. Oui, enfin, je ne sais pas si on lui a déconseillé aussi vite. Ce qu'il faut dire, et ce qui est intéressant dans l'histoire du frère, c'est que son médecin traitant, son cardiologue, disait qu'il avait la plus belle bibliothèque de cardiologie en 3 langues, et que le frère, avant l'invention du pacemaker, avait déposé les plans d'un réanimateur cardiaque qui se remontait de l'extérieur par électroaimant. Donc il savait parfaitement ce qu'il lui fallait pour survivre. Alors, ça c'est le technicien. Ça, c'est des choses dont on va parler. Aujourd'hui, on arriverait à... Aujourd'hui, il aurait été sauvé. Il serait sauvé aujourd'hui. Sur le jazz, je voudrais qu'on continue un petit peu, parce que moi, ce qui me frappe, c'est aussi la formidable qualité et liberté des textes qu'il a écrits sur le jazz. Et je pense que Julien, vous en savez quelque chose. Comment est-ce qu'on pourrait... C'était formidable, non ? Tout d'abord, il a critiqué, tout le monde sait, Panassier, qu'il appelait Penassier, donc ça c'était bien. Mais il a porté aussi des jugements sur les musiciens blancs, par exemple Artichaut, il appelait ça de brasserie, orchestre de brasserie, ou par exemple Benny Goodman, c'était vraiment pas bien, c'était de la soupe. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il avait une admiration, bien sûr, et de la tendresse pour Bix Beiderbecke, et ça c'est vraiment un chef-d'œuvre, ça c'est bien. Il avait le culot de dire la vérité. Il avait le culot de dire... Michel Legrand, est-ce que vous étiez toujours d'accord avec ces jugements, ces critiques sur le jazz? Oui, forcément, parce qu'il avait une culture de jazz qui était beaucoup plus grande que la mienne. Moi, je sortais du conservatoire, j'étais donc plus classique, et lui était beaucoup plus jazz. Donc, il m'a beaucoup appris sur le jazz. Par exemple, lorsque j'ai fait un premier disque de jazz en 1957 aux États-Unis, eh bien, c'est lui qui m'a fait mon programme. Il m'a dit, essaye, écoute ça, prends ça, tiens, écoute cet air ancien. Il m'a vraiment donné, Jacques Canetti s'en rappelle, toute une liste de choses que je ne connaissais pas encore. Henri, est-ce qu'il connaissait les partitions musicales? Est-ce qu'il se connaissait le solfège? Je ne le crois pas.
un petit peu, enfin, mais il avait surtout. Il avait un système de notation. Oui, non, il avait saisi l'esprit du jazz profondément. Alors, il jouait de la trompette. Il ne pouvait pas en jouer avec toute la force que réclame cet instrument, mais il avait saisi le vrai style de jazz à la trompette, vous savez. Et il était merveilleux. J'ai eu l'occasion de jouer avec lui, non seulement au Tabou, en compagnie d'Alain et de Bubu, le guitariste, mais aussi au Club Saint-Germain, où, puisqu'on sait qu'il a fondé le Tabou, musicalement, et puis ensuite le Club Saint-Germain, dont il était le directeur artistique. Mais j'aimerais revenir un petit peu sur la chanson. Parce qu'un jour, ça devait être en 49 ou 50, Boris m'a téléphoné pour me dire, voilà, j'ai envie d'écrire des chansons et de les chanter. Et pour ce faire, je veux m'accompagner à la guitare. Et pour moi, c'était ahurissant. C'est un peu comme si vous me téléphoniez aujourd'hui. Voyez-vous, pour faire vous auriez beaucoup plus de travail avec moi. C'est un petit peu ahuri. Et il m'a dit, veux-tu m'écrire le chiffrage des accords pour guitariste? Il s'agit de remplacer les notes par des lettres et des chiffres qui remplacent les notes. Et j'ai dit, bon, Boris, je t'envoie ça. Et puis, j'ai oublié. 3 mois après, il passait au casino de Deauville, avec son costume violet, de velours violet. Il chantait ses premières chansons et il s'accompagnait à la guitare. C'est un homme qui était capable de tout faire, parce qu'on ne l'a pas dit aujourd'hui, mais Alain pourrait vous le dire. Il avait construit une table. On l'a un peu dit déjà avec l'idée du pacemaker, et je pense qu'à la fin de l'émission, on va en avoir conscience. Mais je vous propose tout de suite... Allez-y. Oui, à propos du jazz dont parlait M. Canetti, il se trouve que... j'ai eu la chance, enfin l'occasion se présentait, de prendre sa place, puisque la maison CBS Columbia États-Unis était distribuée en France par Philips, dont Boris s'occupait en France du catalogue de jazz, et il avait trouvé ce qu'on cherche tous, c'est-à-dire un titre général pour une collection. Personnellement, j'ai trouvé Jazzothèque, I Love Jazz, Aimez-vous le jazz. Lui avait trouvé Jazz pour tous. Alors, on peut pas faire mieux, mais on peut pas le reprendre. Alors je vous propose, oui. Je vous propose, Henri, maintenant de retrouver encore un texte de Boris, puisque on est obligé de survoler les choses, c'est terrible. Mais on revient toujours à cette idée du texte, des textes magnifiques. Et je voudrais que Sarah Bornéo, présentée par Frédéric Venezuela, que Sarah Bornéo nous dise un texte de Boris. Voilà, Sarah. Il a dévalé la colline. Ses pieds faisaient rouler des pierres. Là-haut, entre les 4 murs, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres avec son corps comme une forge. La lumière l'accompagnait, lui faisait danser son ombre, pourvu qu'il me laisse le temps. Il sautait à travers les herbes. Il accueillit 2 feuilles jaunes gorgées de sève et de soleil. Les canons d'acier bleu crachaient de courtes flammes de feu sec, pourvu qu'il me laisse le temps. Il est arrivé près de l'eau, il y a plongé son visage, il riait de joie, il a bu, pourvu qu'il me laisse le temps. Il s'est relevé pour sauter, pourvu qu'il me laisse le temps. Une abeille de cuivre chaud l'a foudroyé sur l'autre rive. Le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le temps de voir, le temps de boire à ce ruisseau, le temps de porter à sa bouche 2 feuilles gorgées de soleil, le temps de rire aux assassins, le temps d'atteindre l'autre rive, le temps de courir vers la femme. Il avait eu le temps de vivre. Merci, Sarah. Alors, Sarah, en vous regardant, je vous trouvais si jolie que je pensais à quelques-uns des aphorismes de Boris Vian, et notamment à celui-là que je trouve absolument formidable. Désireux de jouer franc jeu avec une fille aussi estimable, il se mit volontairement à penser à Paul Claudel et se calma presque immédiatement. Mais c'est pas fini. Il gardait Gide pour un moment encore plus difficile. Je trouve ça extraordinaire. Alors, je vous propose de retrouver un autre texte joué et chanté par notre amie Vanina Michel. Ben voilà.
Merci Sarah. Je coûte cher, je fais pas les quartiers populaires, je n'aborde pas n'importe quel frais, je reviens à plus de 100 sacs. Je coûte cher, je fais l'opéra, la Madeleine, je suis fringuée comme une vraie reine, et il faut voir mon Mac. J'ai des pavés en or sur le coin de mon trottoir, pour que ce soit sorti j'en ai plein la mâchoire. J'ai des culottes en vison que j'ai fait faire pour l'hiver, et j'ai des bagues aux doigts comme l'un des gammes n'en a pas. Je coûte cher, et y'en a plus d'un qu'en a souffert. Je suis pire qu'un tremblement de terre, y a rien à faire, je coûte cher. En toute saison, c'est le boulevard, mon grand salon. J'y reçois le soir tous mes amis qui bossent me voir. On boit pas de Porto, on ne mange pas des gâteaux, mais quand on part, tout le monde me dit que je sais recevoir. Il y a des raisons pour ça, je coûte cher. Fallait bien que j'élève mon petit frère, fallait que je nourrisse mon grand-père, qui était dans la mélasse. Je coûte cher, j'allais pas refaire le coup de ma mère, qui s'est fait enlever au bas de mer par un marchand de glace. Depuis que je vais dans la vie, j'ai eu un tas d'ennuis. J'ai jamais gardé mes pères plus d'une année entière. J'en savais plus à 10 ans que vous en savez maintenant. Mais ça c'est le passé, il est temps de jouer placé. Je veux faire la femme la plus riche du cimetière. Si t'as la trouille, fais-toi la paire. Y a rien à faire, je coûte cher. Y'a pas de pardon, y'a pas de pardon, je coûte cher. Bravo Vanina. Je voudrais simplement dire que ces deux extraits sont tirés d'un spectacle qui s'appelle La Fête à Boris, qui s'est joué pendant plus de 2 ans, qui a circulé dans toute la France, qui s'est joué une 50aine de fois à Paris, et dont les interprètes principaux étaient Sarah Boréo d'une part et Vanina Michel d'autre part. Alors je sais les souvenirs parce que c'était le seul et unique spectacle de Boris Vian qui était monté avec 20, 25, 30 chansons et textes, et je me suis rendu compte là que effectivement les jeunes venaient en foule. On ne sait pas pourquoi, parce que les interprètes n'étaient pas connus, excusez-moi, mais ils venaient à cause de Boris Vian. Alors dans cette fidélité de Sarah et de Vanina, moi j'avais trouvé donc une phrase pour Sarah. J'en ai trouvé une autre pour Vanina, parce qu'elle était si jolie à regarder là. Alors la femme est ce qu'on a trouvé de mieux pour remplacer l'homme quand on n'a pas la déveine, de ne pas être pédéraste. C'est encore une phrase. Mais alors sur la liberté formidable de Boris Vian dans ses textes sur le jazz, j'en ai trouvé plein, mais j'ai trouvé celui-là que je trouve formidable, qui est un peu dans la même veine. Hein. Ce qui est terrible, c'est que j'ai sommeil et que ça ne donne pas envie de lire les conneries des autres, encore moins d'en écrire soi-même. J'ai quand même reçu d'un aimable correspondant dont je ne puis déchiffrer la signature une feuille renéotée de Tourisme et Culture PTT qui annonce le 20 février la soirée existentialiste de Saint-Germain-des-Prés avec la grande vedette américaine du jazz, Simone Béchette. Ça c'est gros, vieux Sydney. Je ne sais que penser. Cachotière, va.
Alors, je pense qu'on a survolé un petit peu cette relation comme ça tellement forte de Boris Vian avec le jazz. On va la retrouver. Moi, je voudrais qu'on parle aussi de sa relation donc avec la chanson. Alors, Henri, vous nous avez bien montré un des aspects de ce passage à la chanson. Je voudrais que Jacques nous dise comment ça s'est passé quand il est venu aux Trois Baudets. Ben, les Trois Baudets, c'est la conséquence d'une rencontre que j'ai eue un jour avec Boris. On se connaissait à cause du jazz, et puis il m'appelait patron. C'est très drôle, il m'appelait patron, je ne sais pas pourquoi. Et beaucoup de gens vous appellent patron. Non, mais ça c'était plutôt une plaisanterie. Alors, j'ai écrit des textes de chansons, est-ce que je peux vous les faire entendre? Je dis oui, bien sûr, mais ça m'étonnait que quelqu'un d'aussi précis puisse faire des chansons. C'est pas péjoratif ce que je dis là pour la chanson. Et je suis allé chez lui, et nous avons passé une après-midi formidable ensemble, de 2h à 9h du soir, au piano, où il y avait un petit bonhomme, Jimmy Walter. Je dis petit bonhomme, il est petit, mais il joue bien. Il faisait pas mal de musique, il a fait pas mal de musique de Boris. Il y en a d'autres qui ont fait des musiques de Boris, de très bonne musique. Il n'y a pas que Jimmy, il y a Alain Goraguer, il y a Philippe Gérard, il y en a beaucoup. Alors, j'en oublie sûrement, excusez-moi, ceux que j'oublie. Bon. Toi? Oui. Mais on allait y venir d'ailleurs, Mais continuez, Jacques. Arrange tes lunettes. Alors, Michel, voyons. Là, ça c'est terrible d'oublier. Enfin bref, j'écoute ces chansons que Boris chantonnait. Je me dis, c'est bien. Pourquoi vous ne les faites pas chanter? Il m'est pas venu à l'idée que lui pouvait les chanter. Il m'a dit, personne n'en veut. Je dis, personne n'en veut, personne. Il m'a dit, je les montre. Et puis, 8 jours, 15 jours, 3 mois après, on me dit, ça va pas. Ça n'est pas intéressant. Il me dit, la dernière en date, Zizi Jean-Mais, excusez-moi Zizi, mais c'est vrai. Je lui ai donné des chansons, je l'ai faites pour elle. Et puis Roland Petit vient de me téléphoner que ça n'allait pas, que Zizi ne pouvait pas les chanter. Alors il me traverse une idée glorieuse. Je dis à Boris, pourquoi vous ne chanteriez pas vous-même? Il me dit, je ne sais pas chanter. Il me dit, justement, c'est pour ça. Moi j'avais un théâtre, les Trois Baudets. Je ne passe que des gens inconnus. Vous n'êtes pas très connu, et toi tu as passé, Henri, c'est pas la peine de le regarder comme ça de travers, tu as passé en tête d'affiche tout de suite. Moi je te dis ça parce que... Mais il n'a rien dit, mais là il a rien dit. Mais au contraire, justement, c'était une affiche extraordinaire. Dans ce spectacle où j'étais, il y avait Brassens, il y avait Brel, il y avait Jacqueline François, il y avait Michel Legrand, il y avait Darry Cole. C'était extraordinaire. C'était pas mal. Pierre-Jean Vaillard, et puis invraisemble. Oui, une soirée extraordinaire. Mais oui. Et un théâtre de quoi? 150 places, 120 places. Il y a combien de places? Non. 211, pardon. Oui, il le sait, c'est lui qui avait la recette. Alors justement, oui. Alors je dis à Boris, on va essayer. Il dit, je connais très bien les Trois Baudets. C'était à 100 pas, à 100 mètres de sa maison. Et on prend date. Et on prend date rapidement, parce que j'étais en train de préparer un autre spectacle avec une reprise d'un spectacle de Boris Vian. Il me dit, je viens, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Alors il vient, on répète 4 chansons, parce que chez moi, on ne s'éternisait pas. On chantait 4 chansons, 3 chansons, 5 chansons, mais il y avait beaucoup de bonnes chansons. Alors Boris Vian, c'était très mauvais. Je suis obligé de le dire, parce que tout le monde porte les artistes au nu. C'était pas bon, parce que Boris n'était pas un interprète. Il était complètement... Il savait pas où se mettre avec Boris. C'était un homme grand, il avait 1m90. 87. Ah, mais mettons 87. Alors finalement, quand même, il a chanté. 1m87, une tenue très, très stricte, des yeux apeurés, il rentre en scène, il chantait des chansons qui maintenant paraissent bonnes, mais là, il était figé. Alors, puis il est sorti de scène, il m'a dit, je m'arrête. Puis je dis, mais non, vous arrêtez pas. C'est maintenant que vous commencez à continuer. Et puis, Boris est resté 1 an et 6 mois au Baudet. C'est beaucoup, vous savez, pour quelqu'un qui n'a pas de succès. Car il n'a jamais eu beaucoup de succès, même à l'époque du Déserteur, parce que c'est à cette époque-là qu'il a écrit le Déserteur, qu'il a chanté le Déserteur. Le Déserteur faisait son petit scandale tous les jours. Il y avait des gens dans la salle que ça incommodait d'entendre ces textes. Boris continuait. Il a été alors justement, arrêté à Deauville par le maire, ceint de son écharpe. Oui, il a été arrêté à plusieurs reprises. Il y avait toujours des drames. Mais, il y avait les gars de la 2e DB qui l'attendaient pour lui faire sa fête. C'est ça. Mais moi, je voudrais qu'on revienne à la poésie des chansons. Parce que moi, on a vraiment l'impression que Boris Vian a inventé quelque chose. Julien Deliferi.
Je crois que ce qui est surprenant aussi, c'est la différence de style qu'il pouvait avoir. Parce que c'est vrai, avec moi je le dis, enfin ça va peut-être vous surprendre, mais dans Le Déserteur, à la fin, au gré des années mortes, j'irai par les chemins, c'est vraiment du Rimbaud. Enfin, je veux dire, il y avait ça, il a pu faire du rock. Et par exemple, je pense à une chanson comme La fin de l'été, qui est vraiment une des plus belles chansons françaises. Mais je le dis vraiment. Alors lorsqu'on parle de temps en temps de la défense de la chanson française, il est évident que c'est ces chansons-là qu'il faut défendre, qui ne sont pas navrantes. Enfin, je veux dire, alors justement, on sait comme Henri était éloquent sur ce sujet, et justement je voulais demander à Henri, comment est-ce qu'on pourrait définir cet apport extraordinaire de Vian à la chanson, après ce que vient de nous dire Julien? En quoi il ressemble à personne d'autre? Vian était tellement doué, il écrivait comme on parle, c'est-à-dire on était en train de converser, et puis il dit tiens c'est une bonne idée ça, plop, et puis il écrivait. Seulement, il avait un seul défaut, c'était n'était pas un finisseur. Et heureusement que moi, je suis dans le musical, on est obligé d'avoir une fin, vous savez. C'est moi qui le forçais à trouver une fin, mais lui, il trouvait la fin. Sans ça, il pondait son truc et puis il disait on passe à autre chose. Et il fallait le faire quand même travailler pour faire sa fin. Mais c'était un type, écoutez, pour moi c'était mon encyclopédie vivante. Comme vous avez fait, vous savez que j'ai le bac de l'école buissonnière. Moi, j'avais la chance d'avoir devant moi Boris Vian qui savait tout. Il vaut mieux faire l'amour que de lire un livre d'histoire. Hein. Bon. Écoutez, je lui posais toutes sortes de questions, que ce soit scientifique, chimique, n'importe quoi. Il savait tout. Hein. Il répondait. Alors moi, j'en profitais. Hein. Je peux vous dire. C'est extraordinaire comme cet homme qui n'aimait pas les gens qui donnent des leçons savait tout. Il avait une culture incroyable. Hein. Le catalogue de la manufacture d'Armésique de Saint-Étienne. Connaissez aussi. Ah, c'était la seule chose qui lui a permis de faire tout ça. Alors moi, je vous propose de le retrouver. Je vous propose de le retrouver encore une fois. Très important. Boris Vian et la Joconde. Le siècle souriait obliquement. Elle prenait même des leçons chez le bon maître Angelo Firenzuola. Souriez oblique et croisez les mains. Le sourire, les mains croisées, toute la Joconde est là. Telle a été la réflexion de Raphaël. Et ils ont fait au lycée Michelet. Attendez, là on est en train de me dire quelque chose, il y a eu tout d'un coup... Alors c'était un extrait de la Joconde où il apprenait à des jeunes femmes à sourire comme la Joconde. Et Alain Vian était en train de me dire qu'il y avait un jeune du lycée Michelet ici. Alors expliquez-moi, que fait ce jeune du lycée Michelet? Alors il y a ici dans la salle un jeune du lycée Michelet. Les élèves du lycée Michelet à Vanves font en ce moment une rétrospective qu'ils ont entièrement montée eux-mêmes sur Boris Vian. Et s'il est dans la salle, ça aurait peut-être été agréable qu'il vienne nous dire deux mots, car c'est un jeune et il nous dirait pourquoi il est. On va appeler tout à l'heure le jeune, on va l'appeler tout à l'heure. Mais moi je voudrais dire que non seulement il y a le lycée Michelet, mais il y a on a la chance, on peut acheter le livre où il y a toutes les chansons dans l'édition de Christian Bourgois. Et je recommande beaucoup, quand Julien Deilly-Fiori a eu cette formule magnifique tout à l'heure de dire que lire Vian à 20 ans c'est un bonheur, eh bien, je vous conseille beaucoup de sauter sur cette édition de toutes les chansons de Boris Vian chez Christian Bourgois. Alors je voudrais qu'on continue maintenant, qu'on parle de la littérature tout de même, parce que le jazz, la chanson, la littérature, l'œuvre littéraire de Vian est absolument considérable et c'est très impressionnant. Alors il y a une chose qui me frappe, c'est que les livres ont paru en 1945 quand on a commencé à voir arriver les romans policiers américains, quand on a commencé à retrouver tout cet univers. Julien, est-ce que il y a un lien comme ça, est-ce qu'on pourrait l'expliquer un peu mieux? Non, mais là encore une fois, c'est encore des styles différents, parce que quand on pense que même la pièce Les Bâtisseurs d'Empire, c'est une pièce qui est de la famille de Dino Buzzati, avec un cas intéressant. Enfin, il y a plein de choses très curieuses, et c'est vrai que les romans noirs aussi, c'était nouveau. Enfin, je veux dire, ce que fait Jean maintenant, il était le précurseur il y a 30 ans. C'est vraiment évident, dans un langage court, où pour une fois, il y avait le sexe, enfin la vie était déjà là, mais c'était original et pour la première fois. Est-ce qu'il a été très affecté par le procès pour j'irai cracher sur vos tombes? Oui, ça, en réalité, il a été beaucoup plus atteint qu'il ne le laissait paraître. D'ailleurs, dans le dernier livre, de Boris Vian, qui risque d'être vraiment le dernier, parce que c'est le dernier accompli,
Après, il n'y aurait que la correspondance, et ça, elle est difficile à réunir, étant donné la diversité de ses activités. Il avait des correspondants, j'allais dire les plus invraisemblables et les plus différents. N'oublions pas, je crois que quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure rapidement, c'est qu'au moment de sa mort, des gens qui connaissaient très bien Boris Vian, dans le showbiz, mettons, ne savaient pas qu'il avait écrit L'écume des jours. Alors, ils ne connaissaient pas l'écrivain. Noël, je vous interromps une seconde, parce que ça va aller dans le sens de ce que vous êtes en train de dire. C'est une chose qui est très belle aussi, c'est l'usage des pseudonymes. Cet homme qui était tellement brillant, adorait faire des traductions, c'est-à-dire servir les autres. Il a servi quelques-uns des plus grands écrivains américains qu'il a traduits, c'est-à-dire qu'il existait à travers un autre, là, d'une certaine manière, et d'une manière totalement humble. Il a inventé le personnage de Vernon Sullivan qui était lui, et cette idée du pseudonyme. Tout ça, c'est très beau, cette idée d'aborder la littérature en étant encore, une fois de plus, divers. C'est lui qui m'a fait découvrir la science-fiction, parce qu'il traduisait des livres, bouquins de science-fiction américains. Le monde des arts. Continuez, Noël. Oui, le monde des arts. Alors, je crois qu'il a été très affecté par la série de procès et d'ennuis, qui d'ailleurs continue le plus fort, mais enfin, ne débordons pas, puisque ça n'est pas jugé, mais il y aura une nouvelle affaire, je dirais, crachée sur vos tombes. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Il a été très affecté. Et dans le dernier livre, là, que Christian Bourgois vient de faire paraître, et j'ai mis une préface et des notes, vous verrez que dans beaucoup de ces scénarios cinématographiques, puisque c'est la réunion sous le titre Rue des Ravissantes, et 18 scénarios cinématographiques, dont 7 écrits en collaboration avec Pierre Cast, plusieurs des scénarios font écho aux ennuis qu'il a eu avec J'irai cracher sur vos tombes. C'est un service rendu. Il faut bien raconter l'histoire. Michel, on va l'aborder tout à l'heure. Mais Michel, je voudrais maintenant donner la parole à Michel, parce que moi, Michel Legrand, j'ai une admiration énorme pour vous. Et je vous ai pas parlé tout d'abord parce que je trouve que vous avez, dans tout ce que vous faites, vous avez cette chose universelle qu'avait Vian. Dans vos musiques, dans la manière dont vous dites les choses, on retrouve comme ça tous ces univers. Moi, je retrouve l'Amérique, je retrouve la France, je retrouve ce dialogue à travers ce que vous faites. Alors, je pense que quand vous étiez avec Vian, vous deviez avoir un plaisir incroyable, celui dont nous a parlé Henri Salvador, à parler, à échanger des idées. Oui, moi je revenais par exemple de New York pour la première fois et je dis à Boris, voilà, moi je suis émerveillé. C'est un pays, je veux y retourner, je veux aller y vivre. Et Boris dit, moi je le déteste, je n'irai jamais. Mais je dis, mais tu parles l'américain tellement merveilleusement, et non seulement l'américain, mais il parlait aussi l'argot. Et il n'a jamais mis les pieds. Il me dit, je ne veux pas connaître ces pays-là, je les connais mieux, car j'ai tout lu et je sais tout d'eux. Je veux dire, c'était un véritable esprit, c'est quelqu'un qui aime la vie, donc il aime tout. Et quand on aime tout, on s'occupe de tout. On ne survole pas tout légèrement, on fait tout profondément. Et moi, vous avez raison, ça m'a beaucoup touché ce que vous avez dit, car c'est mon mode de vivre aussi. Je trouve qu'on ne peut pas faire qu'une seule chose. Enfin, c'est mon rythme, c'est ma respiration. Où je vis tout, même mal, mais je veux tout vivre avec le plus profond. C'est un simple mot, c'est un grand mot peut-être, mais c'est vraiment la culture. Or, Boris était comme ça. Et on a appris de lui, Henri et Salvador, nous tous, on a été auprès de lui comme ses enfants. C'était un garçon jeune, c'était un garçon plein de naïveté, qui faisait beaucoup de choses. Alors il faisait comme tout le monde. Quand il faisait beaucoup de choses, et vous le savez mieux que moi, il les faisait pour ses raisons belles et bonnes à lui, mais il les faisait aussi pour des mauvaises raisons, car Boris s'est toujours plaint auprès de moi qu'il avait besoin d'argent. Et il a fait des tas d'ouvrages certainement alimentaire. Ce qui est très très bien. Je trouve qu'on apprend beaucoup. Moi, je crois beaucoup à la commande. Moi, je suis persuadé qu'on écrit beaucoup mieux que sur commande. Et lorsque on passe, si on a quelque chose à faire, qu'on a en tête, c'est un désir, un élan, on va passer des années, peut-être toute sa vie à chercher. Mais quand on a une urgence et qu'on a une date précise, on ne cherche plus, on trouve. Or, le seul moyen de trouver, je crois, c'est la commande. Je suis tout à fait d'accord avec vous. N'est-ce pas? Or, Boris était comme ça. C'est-à-dire que Boris, Henri le sait aussi bien que moi, quand on écrivait des chansons, par exemple, on a fait, au retour de New York avec Jacques Canetti,
On était à New York en 56 et c'était les premiers rock'n'roll, mais les premiers. Alors, nous, Jacques et moi, dans les rues de New York, on écoutait ça, on disait « Oh, c'est marrant !» Et nous, on s'est dit « C'est marrant !» On s'est pas dit « C'est formidable, voilà un vent social !» On s'est dit « C'est marrant !» Alors, Jacques me dit « Il faudrait, en rentrant, que, tiens, on va enregistrer 4 rock'n'roll à qui il faut demander ?» Alors je dis tout de suite « On va demander à Boris, c'est éminemment pour lui. » Michel, si on en écoutait un tout de suite, Rock et Roll Mops. Bien sûr, volontiers, alors je finis. Donc, Boris, je l'appelle, il vient chez moi. C'est une transition. On a écrit dans l'après-midi, il devait arriver à 2h, il était à 3h30, il était en retard. Il devait quitter à 5h, et entre 3h30 et 5h, je peux vous dire qu'on a écrit 4 thèmes, enfin, car il écrivait.